Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, mesdames, messieurs les responsables de l'administration villefranchoise, monsieur le journaliste de Nice Matin, il est 18h, nous allons donc démarrer cette séance du Conseil municipal du 14 décembre 2020 en commençant par l'appel. Maître André Bézina, Madame Catherine Baraja, Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Jean-Louis Zambernardi, Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Monique Logier, Monsieur Charles Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo donne procuration à Madame Baraja, Madame Claudine Cockloff, Madame Nicole Piéfort, Monsieur Joseph Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte, conseillère municipale, donne procuration à Madame Bravetti, Monsieur Marco Fugaro est en retard. Madame... Ah, il est là, j'entends son scooter. Madame Anne Reynaud, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud, Madame Eva Scolari, Monsieur Steve Betty, Madame Caroline Beuil, Madame Florence Bastiani, Monsieur Xavier Lagache et Madame Gisèle Marchessou. Merci à toutes et à tous de votre présence. Nous désignons donc, alors que nous saluons Monsieur Fugaro, comme secrétaire de séance, la plus jeune d'entre nous, Madame Eva Scolari. Et je voudrais que nous rendions un hommage à Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui fut le 3e président de la 5e République française. Monsieur Giscard d'Estaing est né le 2 février 1926. En août 1944, à l'âge de 18 ans, il participe à la libération de Paris. En 1949, il intègre l'ENA. En 1956, à l'âge de 30 ans, il est élu député du Puy-de-Dôme. En avril 1962, ministre des Finances et des Affaires économiques, à l'âge de 36 ans. En 1969, il est ministre de l'économie et des finances de Georges Pompidou avant d'être élu président de la République le 19 mai 1974. Son mandat est marqué en particulier par l'abaissement du droit de vote à 18 ans, mais aussi par la dépénalisation de l'avortement, l'instauration du divorce par consentement mutuel, et aussi, on peut dire qu'il a largement participé à la création de l'Europe, et en particulier du couple franco-allemand. Son mandat est également marqué par 2 chocs pétroliers, et en 73 et en 78. Et il ne faut pas oublier qu'après sa défaite en 1981, il ne s'est pas retiré de la vie politique, bien au contraire, puisqu'il a été élu président du Conseil régional d'Auvergne de 1986 à 2004, député européen, membre de l'Académie française, et qu'enfin il est siégé au Conseil constitutionnel. Quelles que soient les opinions des uns et des autres, il est incontestable que Valéry Giscard d'Estaing a dédié sa vie à la France, et je vous demande de bien vouloir respecter 1 minute de silence. Merci beaucoup. Nous allons vous demander, mes chers collègues, d'approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 23 novembre 2020. Est-ce qu'il y a une remarque ?
Monsieur Comte, vous voulez faire une remarque à propos du procès-verbal? Monica? Oui, c'était une simple remarque par rapport à l'historique de notre collègue, M. Betty, où page 10, ou page 11, ligne 10, vous faites référence, vous vous souvenez qu'à l'origine, dans un premier temps, j'aurais été favorable à la Thalasso. Or, si vous le présentez comme vous l'avez fait, on a l'impression qu'à l'instant T, je suis favorable et qu'à l'instant T+1, je ne le suis plus. Or, quel qu'ait pu être le contexte, quelles que soient les circonstances, j'ai jamais changé d'avis, que ce soit en tant que membre de l'opposition, que ce soit donc par la suite en tant que membre indépendant, et bien sûr dans la majorité, j'ai toujours voté pour. Non seulement j'ai voté pour, mais je l'ai fait chaque fois avec enthousiasme, pour un certain nombre de raisons à la fois personnelles et pour la ville, puisque je pense que ça sera extraordinaire pour Villefranche. Si bien qu'à cette heure-ci, j'en attends la concrétisation avec impatience, avec d'ores et déjà, monsieur le maire, peut-être la pose de la première prière en 2021. Bien, merci. Oui, monsieur Betty. Très rapidement, je n'ai jamais dit le contraire. Et j'ai bien dit que l'opposition, lors de la précédente mandature, vous-même compris, était favorable à cette thalassothérapie et le vote était pour. Donc, vous reprécisez des choses que j'avais dites au fond, et à aucun moment je n'ai dit que vous y étiez hostile. Mais quand vous relirez, vous comprendrez ce que je viens de dire. Très bien. Merci beaucoup pour cette mise au point. Nous allons donc passer maintenant à l'ordre du jour du Conseil municipal proprement dit, avec une première délibération concernant la modification du tableau des effectifs du personnel communal, dont le rapporteur est maître André Bézina. Oui, merci monsieur le maire. Mes chers collègues, c'est toujours une délibération classique, mais c'est une délibération qui me permet, à titre personnel, de féliciter le maire de cette commune qui encourage et qui m'encourage à faire que les employés municipaux qui le souhaitent puissent être formés, puissent être indexés, puissent passer d'une catégorie, la catégorie C vers la catégorie B, la catégorie B vers la catégorie A, et j'allais dire un peu à la carte, et nous sommes une commune, et je l'indique parce que c'est vrai, un peu modèle, désigné comme tel d'ailleurs par le conseil de gestion du CNFPT, qui nous dit très simplement que nous jouons le jeu, on les forme, les formations ne sont pas gratuites, on le fait avec beaucoup d'intérêt pour eux. Et quand je dis à la carte, c'est-à-dire que la vie de chacun, elle est faite de haut et de bas. Et quand ils sont libres, disponibles pour pouvoir se former, pour pouvoir avancer, nous les encourageons toujours. Et je voulais profiter de l'occasion pour remercier monsieur le maire de la confiance qu'il nous fait au service et à moi-même pour le personnel. Et surtout, lui dire que les employés de cette ville le remercient d'ouvrir autant les formations parce que je crois que c'est très important. Le tableau des effectifs du personnel communal a été modifié le 1er janvier 2020 et adopté par délibération du conseil municipal du 15 juillet 2020 lors du vote du budget 2020. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, la loi de 1984, c'est la loi cadre pour tous les personnels, les employés territoriaux. C'est la loi cadre, c'est la loi des fonctionnaires territoriaux. Elle est doublée de la loi de 83, mais celle de 84 prépare bien le statut qu'on met toujours en application aujourd'hui, 30 ans après. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par l'organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services sous réserve de l'avis du comité technique. Je vous propose de procéder aux modifications suivantes pour tenir compte de la promotion des agents au grade supérieur et du recrutement d'agents. Je vais m'abstenir de la lecture des postes que vous avez là, ce qui veut dire qu'on crée des postes en fonction de l'accès à un grade supérieur, à un indice supérieur, et une fois qu'on a créé les postes, bien évidemment, ce n'est pas des suppressions de postes physiques, ce sont des suppressions de postes de gens qui quittent leur poste pour accéder à un poste plus important. Je vous précise que les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune, au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés. Le projet de tableau des effectifs était joint en annexe de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est une unanimité. Je vous remercie pour le personnel communal. Merci beaucoup, Maître Bézina. Nous passons au point numéro 2 à l'ordre du jour. Il s'agit de la modification du règlement intérieur et du contrat de location des espaces communaux. Délibération rapportée par M. Zambernardi. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, par délibération du 28 mai 2014, le conseil municipal avait adopté le règlement intérieur et le contrat type de location des espaces communaux. Afin de procéder à leur actualisation, il vous a été remis en annexe de l'ordre du jour les projets de règlement intérieur et de contrat type que je vous propose d'adopter. Les principales modifications portent sur les conditions tarifaires et les mesures de sécurité et figurent en bleu sur les documents. Alors juste pour expliquer un petit peu les changements, il y avait quelques changements sur les conditions tarifaires que nous devions changer parce que les personnes qui réservent des espaces chez nous un an à l'avance, on a décidé de leur demander une petite participation alors qu'avant on demandait ça qu'un mois avant la manifestation. La Covid nous a fait aussi changer notre règlement parce qu'il n'était pas prévu de rembourser les gens qui avaient réservé nos espaces alors que ce n'était pas de leur fait si on ne pouvait plus les louer. Donc voilà, on a fait aussi quelques changements sur la sécurité qui incombent plus à la personne qui organise qu'à la municipalité. Voilà pour résumer très rapidement toutes les modifications qui ont été faites. Vous les avez sur l'annexe 2. Donc est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Monsieur le maire. Faites voter, monsieur. Merci, monsieur le maire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup, monsieur Zambernardi. Merci à toutes et à tous. Nous passons au point numéro 3. Il s'agit du budget principal 2021 à la section investissement, ouverture de crédit par anticipation, rapporté par maître Juliana Chichmanian. Merci, monsieur le maire. L'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire est en droit, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager et de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au titre de l'exercice précédent et pour ce qui concerne les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent. Donc, les dépenses réelles d'équipement s'élèvent à 2 711 393 €. Le quart, c'est 677 848,25 €. Et en vertu de ces dispositions, il est demandé au Conseil de bien vouloir prévoir l'ouverture des crédits suivants, donc en section d'investissement, 677 848,25 €, se rapportant en immobilisation incorporelle pour 95 925 €. Il s'agit des frais d'études, des frais d'insertion et des concessions de droits similaires. Pour subvention d'équipement pour 5 000 €, les immobilisations corporelles pour 71 157,50 €, que sont les autres aménagements de terrain, autres bâtiments publics, les installations générales, les agencements, matériel de transport, matériel de bureau et informatique, mobilier.
et autres immobilisations, et la somme de 505 765,75 € qui sont les mobilisations en cours, aménagement de terrain, construction, installation matérielle et outillage et avances versées. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 4. La même chose pour le budget annexe des parcs de stationnement. Maître Chichmanian, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Le texte est donc le même, c'est-à-dire toujours les dispositions du Code général des collectivités territoriales. Donc je rappelle seulement que le maire peut autoriser, s'agissant de dépenses d'investissement, le maire peut autoriser, sur l'autorisation de l'Assemblée délibérante, engager, liquider et mandater ces dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent. Donc les dépenses réelles d'équipement s'élèvent à 477 000 €, le quart 117 250 € et en vertu de ces dispositions, il est demandé au Conseil de bien vouloir prévoir l'ouverture des crédits suivants: 119 250 € répartis de la façon suivante: 55 000 € pour les immobilisations incorporelles, 41 750 € pour les immobilisations corporelles, 22 500 pour les immobilisations en cours. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Maître Chichmanian. Je voulais juste rajouter un point sur le stationnement pour rappeler que le stationnement horodaté est gratuit à Villefranche jusqu'au 31 décembre, que le parking des Marinières est gratuit pendant 6 mois et que le parking Wilson, nous avons donc rajouté un 6e mois de gratuité, et que le parking Wilson est gratuit du lundi matin au vendredi après-midi et qu'il ne redevient payant que le week-end, et ce pendant 3 mois, pendant tout l'hiver. Donc si les barrières sont fermées, il suffit d'appuyer sur le bouton, de prendre son ticket, et en sortant, vous aurez la gratuité. Et ça, c'est mis en place, Robert, Jean-Louis, du 15 décembre au 15 février, c'est bien ça? Très bien. Conformément à ce que nous avions annoncé en début d'année. Nous passons maintenant au point numéro 5 à l'ordre du jour. Il s'agit de la citadelle et de la convention avec la Fondation du patrimoine afin de pouvoir restaurer le bastion de la Turbie. La délibération est rapportée, bien évidemment, par Madame Monica Laugier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Chers collègues, les travaux de restauration de la citadelle Saint-Elme ont débuté il y a quelques mois et vont se poursuivre pendant une dizaine d'années. L'intervention sur le bastion de la Darse est presque achevée et le bastion de la Turbie, qui abrite le musée Volti, très dégradé, nécessiterait en 2021 une intervention afin de restaurer les murs extérieurs et pallier les risques de glissement du mur d'escarpe. Le coût global de ces travaux a été estimé par M. Michel Trubert, architecte en chef des monuments historiques, à 1 320 000 TTC. Les subventions publiques ont été sollicitées auprès de l'État, par la DRAC, du département et de la région, laissant à la charge de la commune un montant de 462 000 TTC. La Fondation du patrimoine, partenaire de la commune depuis 2012 sur le projet de la restauration de la citadelle, peut apporter son soutien financier aux travaux à effectuer sur le bastion de la Turbie par le biais d'une campagne de mobilisation du mécénat populaire et du mécénat d'entreprise. Dans cette perspective, une convention de souscription publique devra être conclue entre la commune et la Fondation du patrimoine. Je vous propose de solliciter la Fondation du patrimoine pour une campagne de souscription destinée à la restauration du bastion de la Turbie et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir dont le projet est annexé à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur.
Monsieur le maire, Madame l'adjointe, mes chers collègues, deux questions. Une première question relative justement, alors nous sommes favorables évidemment à cette convention avec la Fondation du patrimoine, cette souscription pour la restauration du bastion de la Turbie, c'est pourquoi nous voterons favorablement et même très favorablement cette excellente délibération. Néanmoins, deux questions. Une première question est relative à un événement qui pourrait avoir lieu, j'emploie le conditionnel parce que j'en ai entendu parler par plusieurs canaux qui ne se connaissent pas. Cet événement, à savoir cette convention avec la Fondation du patrimoine, devrait donner lieu à un événement à Villefranche. On m'a même évoqué la date de vendredi. Or, je n'en ai officiellement absolument pas entendu parler. Est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne sur cette question? Et s'il y a événement, pourrions-nous, le conseil municipal dans sa globalité, pourrait-il être invité et de manière générale informé de ce type d'événement? Alors, nous attendions effectivement le conseil municipal pour officialiser la signature qui a lieu le vendredi 18 à huis clos. C'est la demande de la Fondation du patrimoine qui ne veut ni représentant de la DRAC, ni représentant de tous ceux qui nous supportent, quoi, dans le vrai sens du terme. Et donc, ils ne veulent que 2 personnes de la Fondation du patrimoine et 2 personnes du conseil, donc monsieur le maire et moi-même. Malheureusement, même notre député voulait aussi assister parce qu'elle avait entendu parler qu'un événement allait avoir lieu et j'ai été obligée de décliner puisque dans la mesure où il n'y aura pas de représentants du département, de la DRAC et de la région qui eux-mêmes supportent les travaux de la citadelle, nous ne pouvons pas demander à d'autres personnes d'être là. Monsieur le maire, vous êtes d'accord là-dessus? Voilà. C'est une raison sanitaire, donc. C'est une raison sanitaire. Ce qui n'empêche pas, néanmoins, que si les questions sanitaires étaient levées au mois de janvier, et nous aurons à ce moment-là le retour de Stéphane Bern sur le montant qui nous sera attribué, de faire quelque chose de plus officiel, puisque le 18, nous acceptons par contre la presse, et comme la presse pour juste officialiser cette signature, mais par contre, après, au mois de janvier, quand nous saurons le montant qui nous est attribué au bastion de la Turbie, j'espère que nous pourrons, là, officialiser avec tout le conseil municipal. D'accord. Moi, je pense Monica, devrait être possible d'inviter un représentant de l'opposition municipale pour cet événement. Bien sûr, hein, bien sûr. Donc, avec plaisir. Si monsieur Steve Betty veut être présent avec nous, avec grand plaisir. Je sais que vous êtes tout à fait partant toujours sur la culture, donc c'est avec grand plaisir. De manière générale, et je vous remercie pour cette invitation, je serai présent de toute façon en mairie il y a un comité technique administratif auquel j'ai été convié. Je serai également présent pour cette manifestation. Je vous en remercie parce que ça me touche. De manière générale, il est souhaitable, même s'il y a protocole sanitaire et qui ne permet pas, etc., je crois qu'il est bon que tous les conseillers municipaux soient prévenus des manifestations. Il suffit d'ajouter avec une petite ligne qu'on ne peut pas inviter tout le monde pour les raisons que l'on connaît. Parce qu'après, vous comprenez, les gens, je ne parle pas pour moi, je ne me formalise de rien, mais un certain nombre d'entre nous pourraient se dire, pourquoi ne suis-je pas invité ou même informé? C'est bien pour ça que nous attendions le conseil municipal de ce soir pour dès demain matin prévenir justement et officialiser, puisque même dans la majorité, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Seulement maintenant, en fait, qu'il va y avoir cette signature. Je vous remercie, Madame Laugier. Je vous en prie. Une deuxième question, et là, je reprends une question qui m'est posée, à laquelle je suis en difficulté pour répondre, parce que, là encore, pas informé. Beaucoup de nos concitoyens s'interrogent sur la couleur que prend la citadelle de Villefranche. Je crois que l'ensemble du conseil municipal, je crois que l'ensemble d'entre nous a été ici ou là interpellé sur cette question. C'est vrai. Donc je m'en fais écho. Alors je pense avoir des éléments de réponse, mais
je préfère que vous-même, Madame l'adjointe qui est en charge du dossier, ou Monsieur le maire, me répondent. Effectivement, on est habitué à la pierre brute et visiblement la restauration du bastion concerné fait apparaître une couleur un peu jaune, un peu ocre jaune. Alors, on sait que c'est sans doute, on a retrouvé les pigments qui nous montrent que c'était comme ça avant. Néanmoins, ça c'est un sentiment, un petit sentiment personnel, mais qui est largement partagé. Nos concitoyens villefranchois aimeraient retrouver leur citadelle. Je sais que c'est la citadelle d'Emmanuel Philibert, c'est lui qui l'a fait construire au milieu du XVIe siècle. Je suis même, on ne signe pas, mais l'auteur de l'article sur la citadelle qu'on trouve sur Wikipédia. Donc je suis bien placé pour savoir ce à quoi ressemblait la citadelle. Néanmoins, c'est l'éternelle question. Doit-on rendre à un édifice l'aspect que les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents ont connu, ou l'aspect d'origine? C'est une question qui est ouverte. Par exemple, Notre-Dame de Paris, qui est le grand chantier national, on se l'est posé. Faut-il rendre à Notre-Dame de Paris ses couleurs d'origine, auquel cas il faudrait user de peinture rouge, verte, bleue et jaune parce qu'elle était polychrome? Faut-il reconstruire la flèche à l'identique, sachant que la flèche qui a été détruite lors de l'incendie, elle date de l'époque de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire des années 1860, c'est pas si vieux. Au XIIe siècle, quand Notre-Dame de Paris a été construite, il n'y avait pas cette flèche. Le choix qui a été fait pour Notre-Dame de Paris est de renouer avec le passé récent et non le passé le plus ancien. C'est la même chose, c'est le même avis qui a prévalu dans la restauration de l'acropole d'Athènes, où on aurait dû utiliser du bleu, du jaune, du vert, etc. On a maintenu la pierre brute à l'acropole d'Athènes parce que c'est ce marbre blanc auquel les Athéniens et les visiteurs étaient habitués. Je redoute que ce jaune ne heurte un certain nombre de gens. En tous les cas, je ne partage pas nécessairement le sentiment qui m'a été rapporté, mais on a eu une sensation, au fond, que l'on dénaturait leur citadelle. Non pas la citadelle, car en effet elle était comme ça, mais leur citadelle. Et j'aimerais avoir votre sentiment sur cette question. Est-ce que c'est cette couleur, est-ce que c'est un choix qui est vôtre, ou est-ce que c'est le choix des Bâtiments de France, au fond, qui vous a été imposé? Et si tel est le cas, quel est votre sentiment? Et cette décision, comment pourrait-on l'accompagner, la diffuser auprès de nos concitoyens? Il faudrait que cette restauration de la citadelle nous rassemble, nous réunisse, et n'ait pas pour effet d'avoir les partisans de la citadelle tels qu'ils l'ont connue au cours des années précédentes, ou les partisans d'une restauration prenant un peu trop la mesure de ce qu'elle était au temps d'Emmanuel Philibert. Voilà, je n'ai pas de réponse, moi, affirmée sur ce point, mais j'aimerais entendre votre sentiment sur cette question. Alors, effectivement, la question, beaucoup de personnes se sont posées, ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition, c'est une question de Villefranchois, purement et simplement. Cette question a été répondue par Michel Trubert, l'architecte en chef des monuments historiques, pour donner ses explications. D'ailleurs, cette réponse, nous allons la communiquer à tous les Villefranchois. Elle est relativement courte. Elle a été aussi envoyée directement par Michel Trubert à Maria De Candido, qui est une ancienne architecte, qui avait posé la question à l'architecte des monuments historiques. Et elle a été en plus consolidée par les Bâtiments de France. À savoir que Michel Trubert est un historien de l'architecture, a retrouvé les couleurs, bien entendu, il l'explique très bien. Elle ne sera pas unie, parce que selon les endroits, les couleurs sont différentes. Donc, il retrouve le plus proche possible des couleurs existantes qui finiront avec le temps, bien entendu, par s'estomper. Mais sa réponse, je pense que c'est sa meilleure réponse que je communiquerai dans tous les réseaux, qui sera sa lettre intégrale et qui explique bien à tous les Villefranchois. Néanmoins, je comprends
Je comprends très bien. Je comprends très bien ces réactions parce que moi-même, je suis allée à la recherche des couleurs, je suis allée à la recherche, j'en ai fait part aussi, mais je comprends aussi la recherche historique, avant tout, de notre citadelle. Alors, il est vrai que la couleur grise est la couleur de la citadelle militaire, qui n'est plus militaire aujourd'hui. Donc, le gris n'est plus non plus la couleur qu'il aurait fallu trouver, mais la couleur la plus proche historique, des pigments, comme vous avez très justement dit, des pigments de l'époque que l'on retrouve à l'intérieur du chantier. Du chantier lui-même, nous retrouvons les pierres jaunes, comme ça, et c'est assez intéressant d'ailleurs de revoir ces couleurs. Donc, je passerai, et après cette lettre de Michel Trubert, qui est ouvert aux questions de tous les Villefranchois, puisqu'il le dit lui-même dans cette lettre, je pense qu'il sera bien de revenir là-dessus. Pourquoi pas ? Oui, je crois qu'il faudra faire montre, et pas trop tardivement, de beaucoup de pédagogie. Absolument. Parce que voilà exactement le type de dossier qui paraît anecdotique, mais qui, au fond, mal compris, peut nous couper de nos concitoyens ou même de nos visiteurs. Parce que, vous savez, les visiteurs, ils viennent à Villefranche, ils ont connu la citadelle il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et puis ils reviennent, ils la retrouvent d'une autre couleur, et ils se disent qu'est-ce qui s'est passé, quelle fantaisie. Donc il faut faire preuve de beaucoup de prudence et de beaucoup de pédagogie sur ce type de questions. Non, je suis tout à fait d'accord, et donc nous irons un petit peu plus loin, puisque nous avons différents rendez-vous au fur et à mesure de l'avancement des travaux avec Michel Trubert, puisque nous avons formé un comité patrimonial, justement pour ne pas laisser échapper chaque étape de ces travaux. Bien. Merci pour cette discussion. Je ne doutais pas, Monsieur Betty, que vous reviendriez sur la couleur de la citadelle aujourd'hui. C'était une évidence. C'était une évidence compte tenu de vos compétences et de votre intérêt pour l'histoire en particulier. Et bien entendu, pour l'histoire de l'art. J'ai lu avec attention votre article d'ailleurs sur la cathédrale devenue mosquée. Laissez-moi revenir sur l'histoire récente de la citadelle. Parce que ce n'est pas une anecdote que d'entreprendre une rénovation d'un patrimoine historique tel que la citadelle, érigée en 1557, et que nous avons décidé de rénover durant la décennie à venir. Pour tout vous dire, une première étape de diagnostic avait été commandée par M. Gros-Goja en 2012. Et c'est Michel Trubert qui avait fait ce diagnostic à l'époque. Quand j'ai été élu, on m'a présenté cette possibilité. J'ai donc rencontré Michel Trubert, qui par parenthèse est un ancien élève du lycée Masséna, qui connaît donc très bien la région. Et nous avons avancé sur le dossier petit à petit. Et si ma mémoire est bonne, les premiers articles de presse datent de 2016. En 2018, nous avons fait une réunion publique sur le sujet à l'auditorium de la Citadelle, où Michel Trubert a clairement exposé son plan de rénovation de l'ouvrage et en particulier la couleur future de la Citadelle, avec un argumentaire qui était assez clair d'une page. Nous avons lancé les travaux le 13 décembre 2019, il y a un an, jour pour jour, enfin à un jour près. Et donc je veux là féliciter l'entreprise qui a fait ces travaux pendant un an, avec un bel échafaudage le long du chemin de ronde. Le chemin de ronde était fermé, échafaudage qui a même résisté à 2 tempêtes. Un autre échafaudage qui est déjà en place au bastion du Montalban qui est en cours de rénovation. Et donc nous avons pu, en une année, et même moins, puisque les travaux ont été interrompus par la crise du Covid, nous avons pu rénover entièrement tout le mur du chemin de ronde,
à tel point que le chemin de ronde est réouvert depuis peu. Nous nous étions engagés à le réouvrir en décembre. Il est réouvert depuis le début du mois, uniquement en journée et pas la nuit. Alors se pose la question de la couleur. Effectivement, plusieurs essais de couleurs ont été faits et il en résulte une couleur qui pourrait être considérée comme un peu trop vive, surtout par rapport à notre citadelle qui est grise. Depuis notre naissance, la citadelle est grise. Moi, je trouve que cette couleur est plutôt réussie, même si elle est un peu vive. J'ai réalisé que pendant 10 ans, la citadelle allait avoir plusieurs couleurs, puisque les travaux vont se poursuivre jusqu'en 2030. Je pense que c'est surtout le symbole que nous sommes capables de prendre en charge notre patrimoine. Et cette histoire, c'est aussi le symbole que le patrimoine historique de Villefranche est d'un intérêt majeur et d'un intérêt national. La DRAC nous subventionne à hauteur de 40%. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir rénover le bastion de la Turbie grâce à la Fondation Berne et à l'investissement de toutes les collectivités territoriales. Bien entendu, nous sommes ouverts à la pédagogie et nous réexpliquerons autant que nécessaire l'intérêt de la couleur qui est proposée aujourd'hui, en sachant que cette couleur va petit à petit diminuer d'intensité et que les pierres vont petit à petit de nouveau apparaître. Donc tout ça pour vous dire que moi j'ai été très heureux de pouvoir lancer cette rénovation de la citadelle parce que là on travaille pour 3 siècles. Et effectivement, il est bon que l'ensemble de la population villefranchoise puisse s'approprier la couleur de la citadelle, comme un jour l'ensemble de la population niçoise devra s'approprier la couleur du fort du Montalban, puisque vous savez que si le Montalban est rénové, un jour, la couleur sera blanche. Donc voilà, je pense que c'est un projet d'intérêt national et qui a été en particulier mis en lumière très récemment. Et je suis très heureux d'avoir toutes les discussions que vous souhaitez avec tous les Villefranchois qui vous voudront bien venir discuter avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Monsieur Cosentino. Oui, José, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut encore plus discuter. Et je crois que nous avons tous les arguments pour dire que le choix a été le bon. Rien n'a été imposé par l'architecte des Bâtiments de France, mais ni par Michel Trubert, des monuments historiques, puisque c'est un architecte des monuments historiques qui a la maîtrise de la restauration de l'ouvrage, et ce n'est pas l'architecte des Bâtiments de France. Et donc ça a été une discussion lors d'une réunion publique, lors de plusieurs réunions, et bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour discuter plus encore. Madame Logier, est-ce que vous voulez faire procéder au vote ? Mais bien sûr. Pas d'autres questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 6. C'est Nicole Piéfort qui va soutenir la délibération. Monica, il faudrait lui passer le micro, s'il vous plaît. Il s'agit de l'avis de la commune sur le projet de modification simplifié numéro 1 du plan local d'urbanisme métropolitain. Délibération rapportée par Madame Nicole Piéfort. Merci Monsieur le maire, chers collègues. La commune a reçu pour avis le 27 novembre 2020 le projet de modification simplifiée numéro 1 du PLUM établi par la métropole Nice-Côte d'Azur. Pour rappel, le PLUM a été approuvé le 25 octobre 2019 par délibération du Conseil métropolitain. Ce document concerne les 49 communes de la métropole. À Villefranche, il a remplacé le PLU qui avait été approuvé en 2013, puis modifié en 2015 et 2017. Les plans locaux d'urbanisme sont voués à être modifiés assez souvent pour prendre en compte des ajustements nécessaires, des objectifs nouveaux, des évolutions législatives. Plusieurs procédures sont possibles selon l'importance des modifications à envisager. Elles peuvent être conduites en parallèle. Le document soumis au Conseil
municipal est une modification simplifiée. Comme son nom l'indique, c'est une procédure qui est relativement simple et rapide, environ 1 an. Elle permet d'opérer des ajustements du règlement, du zonage, de rectifier des imprécisions, de supprimer des erreurs matérielles ou rédactionnelles. Cette procédure est strictement encadrée par les dispositions du Code de l'urbanisme. Ainsi, les modifications prévues ne doivent pas changer les grandes orientations du PLUM, ne doivent pas réduire les protections des zones naturelles, des zones agricoles, espaces boisés classés, ne doivent pas non plus réduire les possibilités de construire. La procédure a été engagée par le président de la métropole par arrêté du 21 août 2020. Cette procédure a donné lieu à des échanges techniques entre les communes et les services métropolitains dès le premier semestre de cette année. Le présent projet est soumis pour avis à chacune des 49 communes de la métropole. Il sera aussi prochainement mis à disposition du public pendant une période de 30 jours. Cette mise à disposition sera précédée de diverses mesures officielles de publicité. Une observation, il ne s'agit pas d'une enquête publique avec présence d'un commissaire enquêteur, mais le projet pourra être consulté dans toutes les mairies sur le site internet de la métropole. Des observations pourront être inscrites sur un registre ou envoyées au président de la métropole. Le document définitif, éventuellement amendé pour tenir compte notamment des avis des communes, des observations du public, sera ensuite approuvé par le Conseil métropolitain. Un point très important à souligner. Les observations doivent concerner les modifications proposées. Toute demande de modification nouvelle serait considérée hors sujet. Des demandes d'ajustement ont été formulées lors des échanges techniques entre la commune et le service planification et ont été prises en compte dans le projet actuel. Elles concernent tout le règlement du PLUM et sont décrites dans la note de présentation du projet de modification simplifiée. On citera notamment les 3 points suivants. La rectification relative à la définition des hauteurs frontales et à la prise en compte de la hauteur des murs de soutènement dans le calcul de la hauteur frontale sous certaines conditions. Ces rectifications peuvent être qualifiées d'erreurs matérielles. Je vous renvoie vers la note de présentation, pages 13, 14, 15 pour les modifications de l'article 37 des dispositions générales et pages 92, 93 et 94 des modifications des articles 2, 1, 2 des zones. Deuxième point, la réduction de l'épaisseur de terre nécessaire pour que la toiture soit considérée comme végétalisée. Jusqu'ici, on avait une hauteur de 80 cm sur les toitures végétalisées. Elle va passer à 40 cm. On peut noter qu'il s'agit d'une première avancée. Des réflexions sont encore en cours pour compléter le règlement dans le cadre des procédures ultérieures. Renvoi vers la note de présentation, pages 19 et 20, modification de l'article 46 des dispositions générales. L'ajout des mots « activités culturelles » dans les activités possibles dans le secteur du port de la Darse. Cet ajout concerne principalement le secteur du jardin Baudouin qui est inclus dans cette zone. Des salles existantes appartenant au département pourront ainsi accueillir du public pour des activités de ce type. Note de présentation, page 94-95, modification de l'article 123 du règlement de la zone UMB. Par ailleurs, le projet de modification simplifiée numéro 1 appelle 3 observations de la part de la commune. Première modification concernant et relative aux toitures terrasses. Je vous renvoie là aussi vers la note de présentation, page 34. Modification des articles 2.2 de la zone urbaine. Je précise bien des zones urbaines concernées. Cette modification consiste à autoriser des matériaux nouveaux sur les toitures terrasses. Elle est traduite ainsi dans le projet de règlement, article 2.2, toiture terrasse, règle modifiée. L'ajout est fait en bleu. Le sol doit être traité en carrelage, dallage, éviter les couleurs trop claires ou tout autre matériau de qualité, c'est ce qui est rajouté, ou végétalisé au moyen d'autres éléments. Cette traduction, en raison de la position de l'ajout dans la phrase, laisse entendre que l'objectif d'éviter les couleurs trop claires ne concernerait pas les matériaux nouveaux. Ce n'est pas évidemment le cas.
Vous l'avez compris. Cette erreur matérielle peut être aisément supprimée. Il est donc demandé de déplacer la phrase ajoutée. Le sol doit être traité en carrelage, dallage, etc. ou tout autre matériau de qualité. Éviter les couleurs trop claires ou végétaliser au moyen d'autres formules. Cependant, il apparaîtrait souhaitable d'aller beaucoup plus loin dans cette rectification minimale afin d'améliorer la rédaction de cette phrase qui conviendrait. Le sol doit être traité en carrelage, dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant justement les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen d'autres éléments. Deuxième modification proposée par la commune relative à la suppression du terme végétalisé dans les articles 2.4 du règlement des zones urbaines. Là aussi, je précise bien qu'il s'agit de zones urbaines. Note de présentation, pages 30 et 31. Cette suppression est nécessaire en raison d'incohérences soulignées à juste titre dans la note de présentation du projet. Et la conclusion est que dans l'ensemble des articles 2.4 des règlements des zones urbaines, tous les termes espaces verts végétalisés seront remplacés par les termes espaces verts. On constate toutefois que tous les termes végétalisés n'ont pas été supprimés dans cet article 2.4. Ainsi, la phrase suivante est maintenue. Les espaces verts devront privilégier les espaces végétalisés. Je précise bien qu'on est toujours en zone urbaine. Par exemple, de type prairie, forêt, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc., dans la continuité des éléments ou espaces paysagers existants. Or, cette phrase fait apparaître plusieurs incohérences. Alors que l'article considéré précise que 60% des espaces verts doivent être en pleine terre, il est contradictoire d'écrire que les espaces végétalisés, par exemple installés sur des talles, doivent être privilégiés. L'objectif visé dans cette phrase ne peut pas être de privilégier un type d'espace vert, mais de privilégier une continuité dans les espaces verts futurs ou espaces verts existants. Continuité écologique notamment. Enfin, les exemples d'espaces verts cités, notamment les prairies, les forêts, sont inappropriés pour les zones urbaines. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur cette petite remarque. Il est donc demandé de rectifier cette phrase et il est proposé la rédaction suivante. Les espaces verts devront privilégier, on supprime les espaces végétalisés, la continuité avec les éléments ou espaces paysagers existants. Par exemple, de type, on supprime prairies et forêts en zone urbaine, ce qui va de soi, les haies, les arbres isolés, les fossés, etc. Troisième demande de modification, suppression du mot végétalisé dans l'article 2.4 du règlement de la zone N petit b. Il s'agit là de zones naturelles du PLUM. Je vous renvoie vers la note de présentation, pages 31 et 32. La modification proposée dans la note de présentation est la suivante. Dans les espaces concernés par la trame verte et la trame bleue, donc on va un petit peu plus loin dans la démarche, la pièce numéro 5 de la partie 1 du dossier de PLU métropolitain, 80% des espaces verts doivent être en pleine terre et plantés, végétalisés a été supprimé. Par exemple, prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides. Il est compréhensible que le mot végétalisé, qui suppose une artificialisation des sols, soit supprimé, en zone naturelle notamment. Les espaces verts doivent être ou demeurer de pleine terre. Par contre, remplacer végétalisé par le mot planté est difficilement compréhensible au regard des exemples proposés. Pourquoi obliger à planter une prairie ou une zone humide? Surtout, pourquoi obliger à planter des fossés où l'eau est censée circuler sans obstacle, particulièrement dans notre région, dans les périodes de pluie torrentielle? Cette erreur matérielle doit être supprimée. Il est donc demandé de supprimer les termes « et planter » de la phrase modifiée. Je vous demande en conséquence d'adopter les 3 propositions de rectification précitées, d'émettre un avis favorable au projet de modification simplifiée numéro 1, sous réserve de la prise en compte des 3 réserves exprimées ci-dessus. Je vous rappelle que le dossier de projet de modification simplifiée, soumis à l'avis du Conseil, est consultable auprès du service de l'urbanisme, aux horaires d'ouverture et de la mairie. Y a-t-il des questions? Pas de questions.
On peut procéder au vote. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui vote pour? Merci à tous. Merci beaucoup. Je voudrais encore insister pour remercier Nicole Piedfort pour son énorme travail et aussi pour saluer l'aide que nous a apportée tout au long de ces années Jean Piedfort dans son travail d'urbanisme pour préserver l'urbanisme de Villefranche. Nous passons au point suivant. Il s'agit d'une convention de soutien à la politique de réserve militaire entre le ministère des Armées et la commune, délibération qui est rapportée par M. Johan Guigaud. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, la garde nationale a été créée par décret numéro 2016-1364 du 13 octobre 2016 et groupe des volontaires au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées, de la gendarmerie et de la police nationale. L'objectif de la garde nationale est de déployer quotidiennement plus de 9000 réservistes au service de la sécurité et de la protection des Français. Afin d'étendre l'emploi de ces réservistes, le ministère des Armées a développé une politique contractuelle avec les employeurs publics visant à réduire les contraintes en termes de disponibilité des agents fonctionnaires ou non titulaires, ayant la qualité de réserviste opérationnel, et d'instaurer un climat de confiance et de dialogue entre l'employeur et le ministère des Armées. Dans ce cadre, chers collègues, je vous propose la conclusion d'une convention de soutien à la politique de réserve militaire dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour, la désignation de moi-même en qualité de référent défense et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention d'une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 5 ans. Est-ce que vous avez des questions? Manifestement, pas de questions. Johan, est-ce que vous voulez bien faire procéder au vote, s'il vous plaît? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci beaucoup pour cette unanimité. Nous passons au point suivant. Il s'agit de l'information du conseil municipal sur les décisions prises par délégation. Maître Brésina. C'est traditionnel. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette disposition. À chaque fois qu'un conseil municipal nouveau est élu, la première délibération du conseil municipal est de déléguer à monsieur le maire, pour le fonctionnement quotidien de la commune, un certain nombre d'attributions limitativement énumérées par la loi, pour lesquelles il n'est pas obligé de demander l'avis de tout le monde et l'avis du conseil municipal. C'est pour pouvoir, et ça peut se comprendre, gérer au quotidien la ville. Donc, par délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal a délégué à monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées. Conformément à l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci doit en rendre compte au conseil municipal. Les décisions prises par le maire depuis le 29 mai 2020 en matière de marché à procédure adaptée. 3 rubriques. Marché à procédure adaptée, autorisation d'ester en justice, contrat de location ou convention d'occupation, figuraient dans les tableaux qui étaient joints en annexe de l'ordre du jour. Vous les avez vus, et je dois rajouter un élément que vous n'avez pas, que nous venons de recevoir. Je porte également à votre connaissance la décision de préemption numéro 2020, peu importe le numéro, du 1er octobre 2020, concernant un local d'activité situé rue Victor Contessot, parcelle AP 87, dépendant de la copropriété du 10 avenue Georges Clémenceau, au prix de 75 000 €. Ce local se situe dans la continuité du CCAS, à proximité des commerces et des écoles. Le droit de préemption s'exerce par délégation du président de la métropole. En 2 mots, le droit de préemption est bien sûr métropolitain maintenant, mais la métropole peut déléguer au maire la possibilité de préempter tout seul. Nous avons préempté un local commercial qui se trouve à avenue Contessot, à côté de la Cavière, c'est ça, il me semble,
Du CCAS, la Cavière, pardon, à côté du CCAS, et nous avons décidé de le préempter de façon à pouvoir en disposer pour y installer d'autres services de la ville. J'ai la décision administrative portant exercice du droit de préemption urbain, que vous devez peut-être avoir, en tout cas, qui est à votre disposition. Vu la déclaration d'intention d'aliéner déposée par maître Olivier Belchetrit et réceptionnée en mairie de Villefranche le 1er septembre 2020, informant la commune de l'intention d'aliéner de mesdames Biagini Joël, épouse Carella, Biagini Sylvie, Irène, Gabi et Biagini Mélodie, Elisa Erika Maria del Rosario, sous forme de vente, un local d'activité en rez-de-chaussée de 24 mètres 62, soit le lot numéro 1, dépendant de la copropriété située au 10 avenue Georges Clémenceau, angle rue des Remparts et rue Victor Contéchaud, cadastré AP 87 et pour un montant de 75 000 €. Considérant, je ne vous lis pas la totalité, je vous donne les principales informations, considérant qu'il est opportun que la commune de Villefranche-sur-Mer exerce son droit de préemption sur la propriété objet de cette DIA et du caractère manifestement stratégique pour la commune dans le cadre du développement d'activités commerciales et artisanales ou du renforcement des équipements publics, ce qui est le cas, et d'intérêt collectif existant dans ce secteur, décide le droit de préemption urbain dont dispose la commune de Villefranche-sur-Mer par délégation de la métropole Nice-Côte d'Azur est exercé à l'occasion de la vente de ce local d'activité. Ce qui veut dire que nous avons préempté que c'est la ville qui va devenir propriétaire de ce local. Voilà cette information. Pour le reste, vous avez la liste des actes pris par le maire sous délégation donnée à lui par le conseil municipal. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Ben non, on ne vote pas. Mais voilà, il n'y a pas de questions, donc c'est parfait. Pardonnez-moi, même moi je me trompe. Même moi je me trompe. C'est bien, je vous félicite pour cet excès de démocratie, Maître Bézina. L'excès de démocratie n'est jamais inutile. Voilà, je voulais vous dire que nous avons de belles illuminations à Villefranche. Je vais féliciter Joël Bravetti, Claudie Coquelov, Sonia Porte et toutes les élus qui ont participé à ce choix. Mais que nous n'avons pas à proprement parler de festivités de Noël, puisque nous n'avons pas fait l'inauguration des illuminations ou les cérémonies habituelles. Nous n'aurons pas non plus le repas des aînés, le repas des enfants. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Il nous faut respecter les règles sanitaires. Hier, nous aurions dû nous baigner pour le bain de Noël. Nous aurions dû faire le Muntaka, là aussi, Charlie. Nous avions aussi un bel événement de nage en eau libre que souhaitait organiser le club de natation de Nice. Nous avons bientôt Noël, nous aurons bientôt le jour de l'an. Chacun sera en famille et prendra bien soin des siens. Je veux vous dire aussi que nous n'organiserons pas cette année les vœux du conseil municipal à la population comme nous le faisons traditionnellement sous le chapiteau de la citadelle. Ces vœux étaient prévus le 9 janvier, samedi 9 janvier à 17h. Et il ne nous a pas semblé logique de proposer à 800 Villefranchois de venir sous le chapiteau de la citadelle, comme c'est le cas chaque année. Et donc, cette année, nous allons annuler cette manifestation. Je proposerai à l'ensemble du conseil municipal de nous réunir pour souhaiter les vœux aux Villefranchois lors d'une courte séquence vidéo qui sera très probablement diffusée en direct ou sur les réseaux sociaux de la ville. Je veux vous dire que nous avons discuté de ça avec les maires autour de nous, et notamment avec Roger Roux, qui a pris la même décision à Beaulieu, et très probablement que Jean-François Dietrich fera de même. Là, je pense que c'est une période qui est encore un peu incertaine, mais je suis certain que bientôt nous verrons le bout de ce tunnel du coronavirus. Et je vous engage toutes et tous
à avoir de belles fêtes de Noël en famille. Merci pour votre présence et merci pour vos discussions toujours très constructives. À bientôt.